Mm. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On va démarrer, les autres, s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps, ils prendront en cours de route. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Bonin, donc je suis infirmière à l'UTEP 17, partie nord de la Charente-Maritime, et puis à mi-temps. Et pour l'autre mi-temps, je suis infirmière de consultation en ambulatoire et notamment je co-coordonne trois programmes d'éducation thérapeutique dans le diabète. Et puis donc, Monsieur Méclat, donc je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Méclat. Oui, rapidement. Donc, docteur Méclat, je suis médecin physique et de réadaptation au Centre Richelieu, Croix-Rouge française à La Rochelle, où nous avons 5 programmes de TP. J'en co-coordonne un avec Julie Mann, qui ne pouvait pas être présente puisqu'elle vient d'accoucher d'un petit bébé, une petite Olivia. Et on a un programme sur le TP BPCO, sur la CEP, sur l'AVC et sur les troubles neuropérinéaux. Parfait. Donc, nous sommes là cet après-midi. Attendez, je vais fermer la porte parce que j'entends les autres. Oui, donc on est tous ensemble cet après-midi pour parler des e-ateliers ou les ateliers en distanciel, pour en discuter un petit peu, voir un petit peu quelles sont vos expériences, etc. Et donc, le mieux pour que l'atelier se déroule dans de bonnes conditions, ce que je vous demanderai, c'est de couper les micros. Si vous avez des questions, éventuellement, vous pouvez les poser via le chat. Et puis, alors, je vais voir si je vais utiliser le slide ou pas, parce que ce matin, ça ne fonctionnait pas bien. Pour que ce soit un atelier quand même assez interactif, j'utilise un outil qui s'appelle Slido, qui fonctionne bien habituellement. Alors, peut-être qu'il y a eu un bug informatique ce matin. On va voir cet après-midi. Donc, les objectifs de cet atelier, c'est de lever les freins et les idées reçues sur les ateliers à distance, connaître les moyens qui existent, que ce soit des outils numériques ou pédagogiques, et puis établir une liste de préconisations, recommandations pour une qualité optimale des e-ateliers. Alors, on va essayer d'utiliser le Slido. Je vais essayer de voir si ça fonctionne ce coup-ci. J'essaie de regarder. Donc, un Slido, c'est une plateforme interactive où vous allez pouvoir donner votre avis. Donc, il suffit de scanner le flashcode. Vous allez vous retrouver sur un lien, sur un site Internet où vous allez avoir 2 questions et vous allez pouvoir y répondre et les envoyer. Ça marche. Voilà. Ah, bah là, ça marche bien. Voilà. Comme quoi, vous voyez, ça... les ateliers se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, pour l'instant, il y en a 2 qui ont voté. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre. 4. Ça nous permettra aussi de savoir si beaucoup d'entre vous ont déjà fait des ateliers en virtuel, puisque ce matin, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui pratiquaient déjà. Qui pratiquaient déjà, oui, tout à fait. On s'adapte à l'auditoire. Ouais. Donc, 8. Ah, c'est kiff-kiff, moite-moite là. On a combien de participants? On a 12 participants. 12. Tout le monde n'a pas voté encore. Ah, 13 participants. Donc là, sur le petit sondage qu'on a mis en place, on voit qu'il y en a la moitié qui ont pratiqué, la moitié qui n'ont pas pratiqué. Donc, ça va pouvoir nous permettre de voir un petit peu plus. Là, c'est non. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pratiqué encore. Alors, on va poursuivre. Donc, les ateliers en visio, OK. Est-ce qu'il y en a, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué, est-ce qu'il y en a qui envisagent de le faire? Oui ou non? Alors, beaucoup sont intéressés, d'autres moins. OK.
C'est ceux qui n'en font pas encore, est-ce qu'ils envisagent d'en faire pour attendre Voilà, tout à fait. Donc, on devrait avoir 7 réponses, si j'ai bien compté. On en a 8. Bon, c'est pas grave. Ok, donc bon, quand même dans la majorité, donc il y en a la moitié qui ont participé et puis une grande majorité qui envisage de le faire. Donc ça, c'est très bien. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu un aperçu de vos besoins et de vos... Alors, on va repasser, hop, je vais faire descendre ça et on va repasser au diaporama. Donc, pour avoir un petit peu un ordre d'idée sur vos représentations sur les e-ateliers, moi, j'ai choisi d'utiliser cet outil pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi des outils qu'on utilise en présentiel. Donc, vous avez ici un panneau d'images. Et puis, ce que je vous propose, c'est de choisir une image, de nous dire par le chat laquelle vous avez choisi, et puis après, on en discute. Donc, je répète la question, enfin, les consignes, c'est quelle est l'image qui représente pour vous les e-ateliers? Donc, vous tapez juste le numéro de l'image sur le chat. Voilà, tout à fait. Donc, on a le 5. OK. Voilà. Hop, je reviens en arrière. J'ai voulu regarder quelque chose et évidemment. Donc, le 5, le 7, le 11. Le 11. La 12. Oui. La 11, la 17. La 12, la 14. Ok, alors je vais demander pour ceux qui ont déjà commencé à choisir une image. Par exemple, on va prendre le premier. Donc là, pour les gens qui vont s'exprimer. Donc, pour la personne qui a mis la 7, alors monsieur ou madame Mijon, est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur votre choix en ouvrant votre micro? Allô? Oui, très bien, je vous écoute. Excusez-moi. Moi, j'ai mis la 7 pour les horloges parce que l'ETP qu'on réalise est déjà sur plusieurs sites. Donc, toutes les horloges me rappellent tous ces sites. Et on a plein d'idées, mais c'est manque de temps. Le manque de temps. À l'organiser, manque de temps et un petit peu d'arriver à motiver tout le monde. Donc, voilà, c'est surtout un manque de temps à faire bien les choses. Voilà. D'accord, parfait. Et le peut-être, Nathalie, oui. Peut-être vous présenter très rapidement, Madame Mijon, dire. Moi, je suis diététicienne nutritionniste. J'interviens, je suis coordinatrice du programme de Mieux vivre sa dialyse. Ah, d'accord. Que l'on va élargir. On a demandé l'autorisation à Monsieur Marcoux pour la maladie rénale chronique. On a débuté. D'accord. Voilà. Et le principe de l'ADA 17, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, on a 6 centres de dialyse et du coup, nos ETP interviennent dans tous les centres. Donc, avec des infirmières différentes. Voilà. Et j'essaie de coordonner tout le monde. OK. OK. Donc, pour vous, le manque de temps avec la multiplication des sites, en fait. Des sites, voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, l'outil informatique peut faciliter les choses. Ouais. D'accord. On avait la 5 aussi, la 5 pour Monsieur Lopez. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Monsieur Lopez, hypnothérapeute à Saintes. J'interviens dans le cadre de l'ETP au sein de l'association Les Enchanteuses. Je suis praticien ETP et plus particulièrement sur l'atelier sur les douleurs, donc sur la gestion de la douleur, l'apprentissage de la gestion de la douleur. Et le choix du 5, c'est que pour avoir vécu, on va dire, les e-ateliers un peu en mode
imprévisible à cause de notre précédente vie de 2 ans avec la Covid. Oui. Je me suis retrouvé avec des personnes en face, donc j'aurais pu choisir plein d'images en fait, mais je me suis retrouvé avec des personnes en face qui étaient soit perdues par l'outil, Mhm. donc avec du mal à prendre en charge l'outil, même si elles étaient accompagnées avec les personnes qui pouvaient leur donner les différents trucs, mais surtout avec un mode passif. Mhm. Et dans un environnement qu'elles connaissent déjà très bien et qui peut être du coup un environnement, on va dire, associé à la douleur très souvent. Ouais. Bon, en tout cas pour l'atelier que moi j'ai pu gérer. D'accord. Il y a surtout ce mode passif où bon, je suis chez moi, je suis tranquille et puis j'attends. Qui est Ouais. assez gênant en fait dans certains ateliers où on a besoin d'une dynamique, créer une dynamique, et ce n'est pas simple de créer la dynamique à distance. Tout à fait. OK. On avait la 11 ensuite. La 11 ensuite. Bonjour, donc Valérie Dubois, je suis infirmière coordinatrice du programme CAP-TV, le Centre ambulatoire de prévention et d'éducation thérapeutique sur la Vienne. Nous lançons dans l'IETP. Là, aujourd'hui, on a écrit sur les 6 ateliers transversaux que l'on souhaite lancer, on en a écrit 3. Et il y a le premier atelier qui va avoir lieu très prochainement. J'ai mis la photo 11 tout simplement parce que ça demande quand même de l'écrire, de le réfléchir, de le coordonner en amont et ensuite de se lancer en équipe. Alors c'est vrai que dans le vide, oui, c'est un peu parce que c'est l'inconnu aussi. Voilà. D'accord. Donc, l'inconnu plutôt. Hein. Ensuite, alors, moi, j'arrive plus à On avait la voir 12, la 12 la pour 12. ma collègue, Dr Morgade. Alors, je suis dans la 12, donc Sandra Morgado, je suis médecin sur le SR Richelieu, donc avec Chimie Mécla. Je suis sur l'unité respiratoire et donc je suis la co-coordinatrice du programme ETP à destination des patients de PCO. Donc j'ai choisi l'image 12 de cette construction, surtout cette construction débutante, parce que c'est le sentiment que j'ai actuellement, même si nous en respiratoire, ça reste un projet, il y a des choses qui sont faites et donc développées par M. Mécla. Et nous, au respiratoire, pour nos patients VPC, notre programme, c'est un projet motivant, mais qui est là, qui est en cours de construction. D'accord. OK, très bien. Donc, tout à construire. On avait Véronique pour la 11. Oui. Je suis cadre diététicienne, je viens d'arriver à La Rochelle. Donc, j'ai choisi la 11 parce que pour moi, c'était un peu l'esprit de l'ETP où on travaille ensemble, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, le fait de se coordonner et de travailler ensemble. Je ne l'avais pas choisi pour le vide et l'inconnu. D'accord. Plus pour le côté un peu solide. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. La 17. La 17, Madame Valérie. Oui, bonjour. Donc, je suis Valérie Lajarge. Je suis socio-esthéticienne en oncologie à l'hôpital de Saintes et j'anime un atelier qui s'appelle Bien dans sa peau avec sa chimio. Donc, je n'ai jamais fait de 10 ateliers, mais c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, que j'aimerais développer. Déjà parce que sans la Covid, on a du mal à avoir les personnes, qu'elles puissent se déplacer, la maladie faisant son effet, c'est parfois compliqué. Et puis, je ne suis pas là à plein temps. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et j'ai choisi cette photo parce que l'outil informatique par rapport aux personnes que je côtoie et beaucoup de personnes âgées me pose quand même question. C'est-à-dire, si j'entends bien, par rapport à votre population âgée, c'est par rapport à l'utilisation, oui. À l'utilisation, d'accord. Ouais. OK. Et par rapport à nous aussi à l'hôpital, parce qu'on n'a pas toujours la connexion, on n'a pas toujours, voilà, c'est pas forcément évident. Hein. Les problèmes informatiques. Là, je suis de chez moi, parce que à l'hôpital, c'était pas possible, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut dire que sur le centre hospitalier de La Rochelle, hein, moi j'entends, on a souvent des problèmes informatiques liés à, voilà, tout à fait. Ensuite, on a la 12
pour Maïline. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Alors, je suis Maïline Lombardo, je suis diététicienne libérale sur Oléron. Mhm. Et j'ai choisi la 12 parce que pour l'instant, tout est en construction pour moi ici. Il y a des projets au niveau de TP, notamment au niveau polypato. On a une équipe de médecins et de professionnels qui ont été formés en 2020 et on est en projet de mettre en place des programmes TP. C'est vraiment tout nouveau pour nous et donc l'objectif c'était de voir ce qui était possible de faire en e-atelier parce que voilà, de se projeter, surtout à Oléron avec le public. Enfin, voilà, ça va être oui. J'ai envie de voir ce que ça pourrait donner en fait. D'accord. Ensuite, la 14. La 14. Alors bonjour, Hélène Bégaud, je suis infirmière à Zalé sur l'île d'Oléron. Et du coup, pourquoi j'ai choisi la 14? Alors, de premier abord, l'e-atelier, ça veut dire derrière un écran dans ma tête. Mais aussi parce que je me dis, cette personne-là, je me dis, oui, elle a l'air de prendre des notes, mais en même temps, peut-être qu'elle est en train de préparer justement un atelier avec quelqu'un d'autre en Zoom. Voilà. Donc, c'était un peu ce que ça m'évoquait. Après, alors, j'ai pas fait d'e-atelier, mais je fais de la formation Zoom, par contre, et j'y vois plutôt, c'était difficile pour moi de mettre une image qui représentait des personnes en présentiel, comme le jeu, etc. Et pourtant, je trouve qu'à travers cet outil, on arrive quand même à faire des choses qui sont plutôt interactives, ludiques, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Tout à fait. Voilà. Parfait, merci d'avoir donné votre point de vue. Et puis, il nous restait la 14. Bon. Voilà. La 14, on vient de le faire. On vient de le faire. Bon, c'est bien parce que tout le monde a exprimé un petit peu son point de vue. Si je peux résumer un petit peu ce qui s'est dit, il y a des choses qui ont été dites sur la technicité. Hein. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? Est-ce que nos patients que l'on éduque, est-ce qu'ils ont les moyens, les capacités d'utiliser cet outil? J'ai entendu parler de construction, de pluridisciplinarité aussi avec le regroupement de toute l'équipe. Et puis, le temps aussi, hein, ça c'est des deux notions qui ont été évoquées. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, parce que vous voyez qu'on peut utiliser aussi cette photo-expression lors des ateliers en visio, alors que c'est des choses qu'on utilisait aussi en présentiel. Donc, c'était pour vous montrer aussi que cet outil-là peut être aussi utilisé en distanciel. Alors, pour poursuivre, hop, si mon diaporama veut bien passer. Alors, attendez, je vais sortir. Voilà, ça y est, je bug. Voilà. Donc, à La Rochelle, comme je vous ai expliqué, je co-coordonne 3 programmes d'éducation thérapeutique. Donc, c'était avant, on était dans le cadre du réseau diabète. Hein, on avait 2 programmes en ambulatoire. Or, maintenant, ces 2 programmes ont été transférés sur l'hôpital. Et en fait, lors de la première vague de la pandémie, hein, il y a 1 an et demi, on s'est dit comment proposer de l'éducation à nos patients sans les faire venir à l'hôpital. Et on a réfléchi avec Marie et puis Charlotte en se disant, on va essayer de proposer quelque chose, surtout que c'était des choses qui se développaient dans toute la France. On a regardé ce qui s'était passé ailleurs et puis on a commencé. Alors au départ avec des groupes de 10-12 patients, puis on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop, donc on a mis maximum 8 patients. Bien évidemment, on trouvait que le diagnostic éducatif et les évaluations pour nous ne pouvaient pas être faits qu'en présentiel, parce que pour nous, c'était important aussi d'avoir ce face-à-face avec le patient. Cependant, les ateliers collectifs ou individuels, on les a mis en place à distance. L'enjeu était de proposer quand même une continuité dans les programmes de TP, tout en respectant les critères de qualité et en respectant les gestes barrières avec la crise sanitaire. En juin 2020, on a eu à peu près 41 patients qui ont participé à ces ateliers. Alors, principalement dans le diabète de type 2. Donc, en pratique, comment ça se passe? Alors, nous, à l'hôpital de La Rochelle, il n'y a qu'un seul logiciel, c'est GoToMeeting. Hein, c'est le logiciel qui est utilisé par l'hôpital, on n'a pas eu le choix. Il est simple, il est gratuit.
hein. Les patients, on a la possibilité de leur apporter un appui technique. Souvent, ce que je fais quand je les reçois en diagnostic éducatif, je leur montre un petit peu le logiciel et je leur explique comment il fonctionne. Ça fait partie de la formation de base, on va dire. Ensuite, en amont de l'atelier, on envoie une invitation via un lien de connexion. Et en fonction de l'atelier, on peut proposer aussi des documents pour préparer l'atelier. Alors, ça peut être, par exemple, de choisir un objet, par exemple, qui représente le diabète, ou ça peut être un document à remplir sur les traitements, par exemple, etc. Donc, on leur envoie des choses et on leur demande de se connecter environ 10-15 minutes avant le début de l'atelier pour voir s'il n'y a pas de problème de connexion particulier. Bien évidemment, les patients ne sont pas obligés d'activer leur caméra, c'est au choix de chacun, puisque là, on va rentrer plus dans leur intimité. Et moi, je sais que j'ai quelques patients qui ont activé le son, mais qui n'ont pas activé la caméra parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les voit personnellement ou qu'on voit leur intérieur. Donc, qu'est-ce qui n'a pas changé? Eh bien, la façon d'animer n'a pas forcément changé. On co-anime toujours. Hein. On est tout le temps avec soit une infirmière, un médecin, une infirmière, une diététicienne, enfin voilà, puisque ça nous permet d'autant plus d'animer, mais aussi d'observer à distance ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne qui anime, et la personne qui est en retrait va prendre des notes, etc. Ce qui nous permet également de faire un débriefing à la fin de l'atelier et puis de parler de notre expérience, de dire ce qui ne va pas, de réévaluer certains outils, etc. Les échanges, pour moi, sont les mêmes qu'en présentiel. Et puis, les conducteurs d'atelier, donc ça, c'est très important. On a repris nos anciens conducteurs en présentiel et puis on a regardé ce qu'on maintenait ou ce qu'on enlevait, ce qu'on modifiait, etc. Alors, sachant qu'en présentiel, on avait à peu près 15 ateliers, là, on a réduit quand même. On a réduit à 5, 6, 7 ateliers, toujours en co-animation, mais de façon à ce que ce soit moins long pour le patient. Et puisqu'il faut savoir que pour essayer de maintenir l'attention, il ne faut pas dépasser 1h30 d'échange derrière un écran, parce qu'au-delà, on n'arrive plus à suivre. Donc, comme je vous ai dit, ce qui a changé, c'est qu'on a ajusté certaines méthodes. On a intégré des compétences liées au Covid, bien sûr, parce que c'est des questions qui nous ont été posées. On prépare toujours les ateliers en amont pour les patients. Il faut savoir animer derrière un écran. Ça, c'est un peu particulier, mais ça s'acquiert avec le temps. Et puis, comme support pédagogique, on a créé une chaîne YouTube avec des petits supports visuels, des petites vidéos d'1 minute et demie à 2 minutes qui permettent de revenir si besoin. Le patient, il a participé à l'atelier, il veut retourner voir ce qui s'est dit, etc. C'est un petit peu un condensé de ce qui s'est fait dans l'atelier et des messages qu'on veut faire passer. Vous pourrez aller voir la chaîne YouTube si vous voulez, vous tapez Atlantique Diabète et puis vous verrez, il y a un petit peu plus de 30 vidéos, je crois, un truc comme ça. Alors, je vais vous passer la vidéo parce que sinon, on va prendre trop de temps. Éventuellement, je pourrais vous la passer à la fin de l'atelier si on a encore un petit peu de temps. Alors, on a fait un petit questionnaire auprès des patients, voilà, pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Alors, les côtés positifs, c'est que les patients, ça a été très bien accueilli, puisque les mêmes patients étaient un peu réticents à venir à l'hôpital, surtout que nous, on a un département qui est assez long. On a des patients qui habitent en campagne, qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer, etc. Donc, pour eux, c'était mieux. Moi, j'ai même des patients qui m'ont dit, il aurait fallu se déplacer, je ne serais pas venue. Mais là, comme c'est chez moi, je teste. Il y a quand même eu ce maintien du lien avec l'équipe. Les gens savent qu'ils peuvent nous contacter, qui nous voient, même si c'est à travers un écran. On n'a pas eu forcément des réels problèmes d'équipement. Tous les patients avaient au minimum un smartphone. Donc, avec le smartphone, ça suffit. On a reçu un bel enthousiasme, des représentations qui ont été un petit peu bousculées, avec des nouvelles pratiques.
pas d'altération de la relation humaine, une meilleure assiduité dans les groupes. Hein, les gens revenaient. J'ai une patiente qui me disait, c'est comme si j'allais à ma séance de gym une fois par semaine. Je sais que j'ai mon atelier, donc je m'y tiens. Et puis, c'est un intérêt certain pour les patients éloignés. Par contre, on s'est rendu compte que dans certaines campagnes, la connexion n'était pas facile. Donc, il y avait aussi une précarité technique, mais aussi une précarité culturelle et sociale, hein, comme dans le présentiel d'ailleurs. Hein. Le temps de préparation, de formation en amont, qui est un temps assez important. Le temps d'appréhension de l'outil. Hein. Bon, moi, j'ai l'habitude maintenant, mais j'ai mes collègues infirmières de l'hôpital qui n'ont pas encore la maîtrise, donc il faut qu'elles se forment. Une nouvelle organisation, donc bien prévoir les locaux, sans bruit parasite, sans téléphone, etc. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, l'intrusion dans l'intime chez les gens qui est parfois un obstacle. Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Donc, je vais passer la main à Monsieur Mekla, qui va nous parler de son expérience. Oui, merci Nathalie. Et comme je le disais ce matin, vous êtes beaucoup plus avancé que nous, puisque vous faites beaucoup plus d'ateliers. Nous, on est assez limité pour l'instant. Cet atelier, on l'a intégré dans un programme de réadaptation. Ceux qui étaient là ce matin ont vu qu'à Cardio-Océan, la différence entre Cardio-Océan et l'hôpital, c'est que dans un cas, c'était inclus dans un séjour, dans un autre cas, c'était en ambulatoire. C'est au cours d'un programme de 4 semaines qui associe du présentiel et du distanciel, ce qu'on appelle, nous, de la télé-réadaptation, c'est-à-dire des séances de rééducation à distance où le patient est chez lui. Pour pouvoir faire ça, on s'est équipé d'un écran. Nathalie parlait des difficultés techniques. Nous, on a pris quand même le parti un peu inverse de s'équiper et d'équiper le patient. Donc, on s'est équipé d'un grand écran qui permet de bien visualiser les patients lorsqu'ils font des exercices pour les séances de télé-réadaptation, mais aussi pendant l'atelier. Et on a équipé les patients de tablettes qui sont préparamétrées et dont on apprend aux patients l'utilisation pour qu'il y ait le moins de soucis possible pour se connecter à Zoom avec un lien qui est créé. Et on a prévu des plans B aussi sur les tablettes avec ce qu'on appelle des routines, c'est-à-dire des exercices auxquels ils peuvent se référer. On a dans notre programme ETP 8 ateliers qui étaient, en tout cas avant le Covid, 7 et qui étaient tous en présentiel. Maintenant, on a inclus un atelier en virtuel, en distanciel, un e-atelier, qui se veut la synthèse des autres ateliers. On s'est rendu compte en même temps qu'on a réfléchi à l'intérêt d'un atelier en virtuel, on a réfléchi à ce qu'il pouvait apporter de plus que les autres, et on l'a voulu donc comme une synthèse, on l'a appelé la récap. On peut passer à la diapo suivante. Donc cet atelier, il se veut la synthèse entre le début du séjour et la fin du séjour des acquisitions du patient sur la connaissance qu'il a de sa pathologie, en l'occurrence la lombalgie chronique invalidante. Donc on est parti du verbatim des patients lors du bilan éducatif partagé initial. Que savez-vous de la lombalgie? Les patients avaient répondu, le texte qui est sur la colonne de gauche. Comment pensez-vous pouvoir améliorer les choses et que pensez-vous pouvoir faire personnellement pour pouvoir enrayer ce cercle vicieux? Autrement dit, quels sont vos leviers pour améliorer votre situation? C'était la colonne de droite. On reprend ça en début d'atelier, puis ensuite on va sur la diapo suivante, qui est une construction d'une carte mentale, quelque chose qu'on a voulu volontairement avec Julie Mann, la coordinatrice, complexe, de façon à leur faire intégrer aussi la notion de complexité dans cette pathologie, alors qu'au départ, si on retournait, on ne va pas le faire, mais sur la diapo d'avant, on voit que c'est beaucoup j'ai le disque usé, j'ai l'arthrose, et comme solution, c'est je veux reprendre des exercices ou faire des choses comme ça. Donc cette récap, on en a un exemple dans la diapo encore suivante, qu'on avait fait initialement sur un outil interactif qui s'appelle MindMeister, qui est un outil de création de cartes mentales, de cartes heuristiques. La carte heuristique, pour ceux qui s'intéressent aux neurosciences, ça fait appel à une intelligence un peu différente que papier-crayon et encore différente que l'intelligence émotionnelle d'un photolangage, par exemple. C'est quelque chose qui permet de visualiser de façon synthétique des notions assez complexes, qui est utilisé dans l'industrie, mais qui est utilisé aussi en médecine et de plus en plus.
Donc, par exemple, dans nos ateliers, théoriquement, on est censé avoir fait une carte mentale un peu synthétique pour résumer les notions aux patients. Là, c'est celle des patients, c'est celle qu'ils ont co-construite avec moi et Julie lors de notre tout premier atelier. Depuis, je le fais tout seul, mais on fait quand même toujours une carte mentale, plus sur MindMaster, mais sur Word, tout simplement, hein, pour dire qu'on peut aussi utiliser des outils simples. Donc, à gauche, que savons-nous aujourd'hui de la pathologie? Donc, la définition, puis ensuite les différentes origines, alors qu'au départ, ils avaient des notions assez restreintes. Ben là, ils ont étayé de même les différentes causes de la lombalgie, y compris les causes psychosociales. Et comment pouvons-nous améliorer les choses? Ils sont sortis du registre habituel qui est ne pas travailler ou se faire du muscle, pour aller sur mieux gérer les crises douloureuses, prendre conscience de ses capacités et reprendre confiance en soi, reprendre le travail avec des adaptations, adapter la posture et reprendre surtout les activités physiques adaptées et les maintenir dans le temps. Donc, d'une vision assez synthétique et individuelle du début, on part sur une vision collective qui, de groupe en groupe, reste quand même à peu près superposable, puisque les ateliers, le contenu du programme étant le même, je pense qu'on arrive quand même toujours un peu au même résultat, avec des petites différences quand même. Donc, on peut enchaîner. Donc, ce que je vous propose dans la suite, c'est d'utiliser un autre type de carte mentale, un type de carte mentale qu'on appelle la balance. C'est un outil qui est utilisé dans la démarche projet. On peut passer à la diapo suivante. Pour résoudre les problèmes, l'objectif donc de cette carte mentale serait de réfléchir à comment intégrer un ou des ateliers ETP dans un programme construit pour le présentiel. On a vu l'expérience du réseau diabète Atlantique et du coup qui a vu les points positifs et les points négatifs à partir d'une expérience personnelle. Le but, ce serait plutôt de modéliser un petit peu à partir de cette expérience, de la nôtre et des autres, publier, hein, parce qu'il y a de plus en plus de publications quand même là-dessus, pour résoudre les problématiques, à la fois sur les aspects humains, les professionnels qui exercent l'atelier et les participants, même y compris dans les professionnels, je mets le patient expert ou le patient partenaire, les aspects techniques, les aspects organisationnels. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, sur les aspects humains, là, pour gagner du temps, j'ai un peu pré-rempli des cases, j'ai laissé des trous. Ce qu'on peut discuter, c'est le contenu que j'ai glissé dans les cases, qui peut être mal positionné, ou qui peut être modifié, ou qui peut être supprimé carrément. Donc, sur les points négatifs, sur les aspects humains, les retours qu'on a souvent, ou l'idée reçue qu'on a souvent, c'est que ça abolit le contact social, puisqu'on reste chez soi et qu'on ne voit plus les autres personnes, et que ça enlève la composante du langage, qui est la composante non verbale. Donc déjà, sur ces notions-là, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est un point négatif de l'e-atelier pour ceux qui le pratiquent, ou vraiment une idée que vous avez pour ceux qui ne la pratiquent pas? Vous pourrez ouvrir vos micros, intervenir. Pour ma part, pour les e-ateliers que j'ai pu faire lors de la Covid, le contact social donc, qui reste, mais en virtuel, entre nous, entre les participants et l'animateur ou les animateurs, et le langage non verbal est perdu si la caméra est désactivée. Du coup, on n'est que sur un aspect retour, si la personne effectue un retour, ou si on lui demande d'effectuer un retour. Pour moi, c'est vraiment un aspect négatif de mon côté, en tout cas. La perte du langage non verbal. Pour les autres, est-ce que vous voyez des choses à rajouter ou à commenter? Alors, comme je le disais dans l'autre atelier ce matin, pour moi, le contact social, ce serait à prendre de façon différente, puisque moi, j'ai eu des retours de patients qui habitent loin, qui n'ont pas la possibilité de bouger, et qui me disaient, ben non, au contraire, moi, je trouve que cette façon de faire, ça m'a permis de rencontrer du monde, de justement rompre un petit peu l'isolement social et d'avoir la possibilité de communiquer avec d'autres personnes que j'aurais peut-être pas pu faire autrement, parce que je peux pas me déplacer, parce que je suis tout seul dans ma campagne, parce que voilà. Donc voilà, moi je le mettrais plutôt du côté positif. Tout à fait. Et comme ce matin, on disait aussi que dans le langage non verbal, sans doute qu'on perdait, mais qu'on gagnait peut-être en langage verbal pour les gens qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer en groupe et qui, là, derrière un écran, étaient plus à l'aise pour s'exprimer, puisqu'ils en ont un peu plus l'habitude.
L'animateur qui est plus ou moins à l'aise pour utiliser l'outil et pour parler aussi à un groupe en virtuel. C'est déjà pas. Enfin, nous, on a des professionnels qui sont en difficulté pour animer un atelier et qui ont besoin de temps pour vraiment se mettre en atelier ou qui souhaitent absolument le co-animer et qui ne se sentent pas capables de l'animer seul. Donc là, c'est pareil en virtuel, avec en plus la composante technique dont on parle un peu plus tard. Ce que je disais ce matin aussi, et que je répète, du coup, c'est le côté sédentarité on a l'impression un peu de promouvoir quand on leur dit de rester chez eux et derrière un écran, alors qu'on souhaiterait qu'ils puissent bouger. On a des ateliers dans lesquels on demande vraiment volontairement au patient de se lever de sa chaise et d'aller poser quelque chose à gauche, à droite, ou de passer d'un côté de l'autre de la pièce. Même si c'est les aspects cognitifs qui sont travaillés, il y a quand même une partie physique, alors que là, forcément, le patient reste derrière son téléphone ou derrière son écran. L'éligibilité, qui est un problème, c'est-à-dire que les patients qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne maîtrisent pas l'outil, qui n'ont pas de réseau, ben, ça va être compliqué de leur faire intégrer un programme d'e-atelier. Et on a des réfractaires encore. On parle beaucoup des antivax, mais on a encore des gens qui sont très réfractaires à tout ce qui est technologie et qui ne souhaitent pas intégrer ce type de médias. Dans les aspects positifs, le fait que ce soit écologique, donc il y a deux sens au mot écologique, il y a le côté émission de gaz, et là c'est évident que derrière son écran, ben, on ne consomme pas de sa voiture, on n'utilise pas sa voiture et du coup on consomme moins. Et le côté écologique, on a des gens qui sont chez eux, qui ont préparé leur environnement, qui ont choisi l'espace dans lequel ils vont se positionner. On a parfois le chien qui traverse, l'enfant qui appelle, etc. Donc il y a ce côté vraiment intégré au milieu du patient. Côté variété aussi qui est positif, c'est que ça change un petit peu de ce qu'ils connaissent, des prises en charge habituelles. Le côté évident, c'est pour ça que c'est monté en charge au moment de la Covid, c'est sécurité et hygiène. On partage beaucoup moins de microbes quand on est chez soi. Et le côté gain de temps, le patient n'a pas à se déplacer, n'a pas besoin de faire le trajet aller-retour avec les bouchons, il y a moins de risques d'accident, soit dit en passant. Et le côté gain de temps pour le professionnel qui, une minute avant, peut être en réunion et puis qui arrive, qui se connecte et qui démarre son atelier. Donc, dans les aspects positifs, aspects humains, est-ce que vous rajouteriez des choses? Est-ce que vous enlèveriez? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Moi, j'ajouterais dans l'aspect positif, c'est de pouvoir être justement dans le lieu de la personne, on va dire dans son environnement habituel, surtout quand ils ont des problèmes de mobilité, pour pouvoir lui permettre d'adapter quelque chose qu'elle verrait peut-être en atelier présentiel, mais qu'elle ne mettrait pas forcément à contribution chez elle, pensant ne pas pouvoir le faire toute seule, pensant ne pas avoir le lieu adapté, et de là de se rendre compte que chez elle, en IETP, elle peut avoir les mêmes, que ce soit des mouvements pour le côté de lombalgie ou autre, ou moi des techniques, on va dire, bien précises, elle peut se rendre compte qu'elle peut l'activer au domicile, alors que peut-être elle aurait eu a priori au départ négatif. Oui, la transposition est plus facile à domicile. Voilà. Tout à fait. Autre chose? Non? On peut vite passer à la suivante. La suivante, elle est un peu évidente, c'est les aspects techniques. C'est qu'évidemment, il faut du matériel. Donc, nous, on a pris le parti pris de s'équiper. On est Croix-Rouge française, on a eu des dons qui ont été affectés à la télémédecine et du coup, qu'on a affecté chez nous à l'achat de matériel. Il faut qu'il y ait un réseau efficace. On font la campagne. Nathalie le disait tout à l'heure. Des fois, les gens vont dans leur voiture, vont dans leur jardin pour avoir du réseau en 4G parce que chez eux, les cloisons sont trop épaisses. Sans parler du Wi-Fi et du réseau Internet où tout le monde n'est pas avec la fibre. Le défaut de maîtrise de l'outil. On y est confronté depuis ce matin et même si on est réputé expert, on est tous en difficulté par rapport à l'outil, se créer des comptes administrateurs, se reloguer, se déloguer, se partager les sessions, etc. C'est pas toujours facile. Et le côté coût. Donc le côté coût, moi je le mettrais dans le négatif, mais aussi dans le positif, dans le sens où, bon an, mal an, on peut supposer que c'est peut-être plus économique puisque moins de transport en ambulance, moins de besoin de faire le ménage dans les salles, etc. Et il y a le côté coût pour s'équiper du matériel, sachant qu'on peut le faire avec un smartphone, comme vous l'a dit Nathalie, et c'est ce qui n'équipe pas leurs patients, et pour autant, ça paraît plus économique, les forfaits sont payés de toute façon. Des remarques sur les côtés techniques négatifs, sachant que c'est souvent ce qui ressort, on l'a bien vu dans votre photolangage tout à l'heure, c'est la technique qui fait peur un petit peu. Après, si je peux ajouter une remarque sur le côté technique, ce qui manque, c'est le soutien, on va dire, logistique d'un professionnel de la technique qui peut aider, on va dire, un des participants ou plusieurs participants à comment dire,
à mettre en œuvre, on va dire, l'outil sur sa machine, sur son ordinateur, sur sa tablette pour être à l'aise dessus le jour J pour lui. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, quand je les reçois moi, en individuel pour un diagnostic éducatif, je leur explique comment ça fonctionne. Ensuite, je leur dis, on fait un essai un petit peu avant l'atelier, voir si la connexion est bonne, etc., etc. Et on a notre secrétaire, Chantal, qui est toujours là. Si le patient n'arrive pas à se connecter, ben, il y a, on va dire, une hotline, entre guillemets, si ce n'est pas vraiment une hotline, mais on leur demande de se connecter 15 minutes avant pour voir s'il n'y a pas de problème. Et puis Chantal est là pour les aider, pour leur dire, ben, passez par là, allez voir votre connexion Internet, allez bien sur le lien, cliquez sur le lien, enfin voilà, leur donner un petit coup de pouce le jour J. Et nous, on les forme à l'utilisation de l'outil. Et vous les formez. C'est très générateur de frustration, effectivement, que d'être chez soi, de savoir qu'on pourrait se connecter, mais on n'entend pas, on n'a pas le son, on n'a pas l'image, ou on n'arrive pas à communiquer. Donc, c'est très, très frustrant et ça isole encore plus. Donc, alors, jusqu'à présent, nous, on n'a pas eu trop de problèmes techniques proprement dit. On a dû avoir peut-être 1 ou 2 appels avant la connexion parce que le patient n'avait pas dû cliquer sur le bon lien ou des choses comme ça. Mais en général, si vraiment il n'y a pas de réseau, comme je disais, les gens sortent dehors, ils vont dans leur jardin. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Ça reste souvent à la marge, mais cette marge qu'il faut réussir à récupérer. Ouais, c'est ça. Pas les perdre après coup, quoi. Dans les côtés positifs, il y a l'acquisition justement de compétences à la fois pour le professionnel et pour le patient. Le fait de se former, ce matin, on nous a dit que ce n'était pas les nouvelles techniques, mais le numérique ou les techniques de l'information et de la communication, qui pour beaucoup restent nouvelles quand même. Donc, je vais quand même garder ce terme. Le fait qu'il existe des outils collaboratifs et qu'en présentiel, on a des outils collaboratifs, mais utiliser les post-it et des choses comme ça, ça reste collaboratif. En informatique, chacun peut inscrire sur sa tablette ou sur son téléphone, un peu comme tout à l'heure avec l'application Slido ou avec Ooclap, avec d'autres applications. Et le fait qu'on puisse enregistrer, je ne sais pas si on vous l'a dit là encore, on a peut-être encore oublié, mais la session est enregistrée. Donc, si vous êtes opposé à la diffusion d'images vous concernant, il faut nous le faire savoir sur le chat. La diapo suivante, à moins qu'il y ait des remarques particulières, qu'on ait le temps de discuter. Donc, juste, c'est la dernière, je pense, pour ce qui me concerne. Sur le côté organisationnel, le fait de revoir un peu ses conducteurs. Nathalie vous a dit, ils ont revu leurs conducteurs pour enlever ou pour remettre des choses qui se prêtaient plus au numérique. Nous, c'est pareil, on a réfléchi à un nouvel atelier carrément, c'est-à-dire s'il n'existait pas, et on l'a réfléchi vraiment plutôt numérique et télé. Le fait d'être formé, donc ça, on en revient sur l'aspect organisationnel. Si on a eu le cas, nous, d'un ergothérapeute qui a dû s'absenter et du coup qui a été remplacé au pied levé, la personne qui l'a remplacé n'était pas formée à la visio, ne savait pas comment se connecter, donc il faut prévoir des tutos, il faut prévoir soit une co-animation, il y a toujours un des deux qui est là et qui sait utiliser l'outil. Faire attention à la taille du groupe, on a dit entre 6 et 8, ça nous paraît être la taille idéale. Et faire attention, c'est une notion plutôt financière, à la traçabilité et au codage, puisqu'en visio, parfois, on ne sait pas si les gens étaient vraiment là, on ne sait pas qui est là. On passe notre temps dans les institutions à vérifier l'identité des gens. En visio, on ne vérifie rien, puisque les gens se connectent, ça peut être leur cousin ou leur petit frère, ou leur petite sœur qui se connecte, et on ne sait pas plus s'il n'y a pas l'image. Le côté positif sur le plan organisationnel, c'est de mixer quand même en ce qui nous concerne, mais on est d'accord sur La Rochelle et sur Richelieu à La Rochelle aussi, le présentiel, le distanciel. En ce qui concerne la télé, plus la télé-réadaptation, le synchrone et l'asynchrone, mais en ETP, ça pourrait être aussi l'asynchrone, c'est de discuter entre patients et de continuer de réfléchir à des notions avant de les revoir en groupe. Ça résout le problème de salles. Pour nous, ce n'est pas négligeable. Il y a des salles qui sont utilisées pour la rééducation. Si elles sont utilisées pour un groupe ou un atelier de TP, elles sont moins disponibles pour une autre réunion. Le fait de pouvoir faire appel à un patient expert et dans les points positifs, mais qui n'existent pas encore, d'avoir un outil dédié. On réfléchit, on n'est pas les seuls, il y a pas mal de groupes maintenant qui réfléchissent à ça aussi, des coordonnateurs de parcours numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui organise les séjours virtuels de rééducation et de TP pour que les gens aient connaissance de leur rendez-vous, puissent se connecter, puissent avoir un échange des données précédant le rendez-vous.
Voilà pour les aspects organisationnels. Est-ce qu'il y avait des remarques dans la salle virtuelle? Pour ceux qui pratiquent déjà sur les aspects organisationnels, est-ce que vous vous retrouvez dans ces difficultés ou dans ces points forts? Pour ma part, oui, c'est assez réaliste. C'est assez réaliste. Ouais. S'il n'y a pas de remarques, on peut enchaîner sur la suite. Alors, donc nous, ce qu'on a beaucoup utilisé quand on a commencé à réfléchir et à mettre en place le TP à distance, le CRESPACA a fait une enquête et a publié des préconisations et en fait, on s'y retrouve. L'avantage dans cet écrit, c'est que vous allez retrouver tout le cadre, on va dire, législatif, entre guillemets, puisque vous savez que pour utiliser des plateformes de TP, il faut que ce soit des plateformes sécurisées, etc. Donc, il vous donne la liste des plateformes qui sont sécurisées. Il vous explique aussi que le mieux, c'est de partager, enfin de faire du présentiel et du distanciel, parce que le distanciel ne suffit pas. Voilà, ils expliquent enfin plein de choses et j'ai trouvé que c'était… alors, vous le retrouverez sur la plateforme de la journée, vous aurez tous les liens avec justement ces deux écrits qui pourront être… nous, je sais qu'on s'y est beaucoup référé. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux compléter? Parce que du coup, je suis Pierre Saunier du CRESPACA. Ah ben voilà, très bien. Enchanté, monsieur. Et ouais. Voilà, j'en profite du coup pour compléter. Merci de cette citation, même si je veux petit bémol dans le sens où les préconisations qu'on a faites, elles dataient d'avant la crise. Et on est en train de les réactualiser parce qu'elles datent vraiment et que du coup, depuis, on a tous beaucoup changé. Elle datait de 2018. Nous, on s'en est servi beaucoup pour la mise en place parce qu'il y avait des choses très pertinentes dedans et ça nous a beaucoup aidé. Et par contre, sur la liste des solutions, alors nous dans notre document, il n'y a pas la liste de solutions. Là, je renverrai vers un document plus récent qui est un document qui s'appelle GPS du Comité Grand Est d'éducation thérapeutique. ETP Grand Est, qui a fait un document très complet, presque un peu long, mais de quasiment 80 pages, et aussi qui donne des informations très pratiques, qui est beaucoup plus complet que notre document. Je confonds peut-être avec celui-là, en effet, où il y a la liste de tous les… C'est eux qui donnent la liste, effectivement, des différentes solutions. Donc, c'est ETP Grand Est, et vous trouvez sur leur site ce document assez complet. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes et qui nous ont beaucoup aidé à mettre en place. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces recommandations? Alors, nous, c'est ce qu'on fait. Évidemment, on anticipe l'organisation du programme de TP. On a eu beaucoup de réunions d'équipe en disant, voilà, qu'est-ce qu'on maintient en distanciel, qu'on faisait en présentiel, qu'est-ce qu'on ne fait plus, etc., etc. Donc, ce temps de préparation qui est important, donc, c'est-à-dire penser à envoyer tous les liens de connexion aux patients qui se sont inscrits, envoyer des SMS, on va dire 24 à 48 heures avant pour pas qu'ils oublient la date et l'heure de connexion, envoyer éventuellement des documents pour préparer l'atelier, etc. L'accompagnement pour l'aide technique, le logiciel, le matériel des équipes et des patients, parce qu'évidemment, nous, on a des équipes sur le centre hospitalier de La Rochelle qui veulent mettre en place ce genre de e-atelier, mais c'est parfois compliqué. Il faut faire appel aux services informatiques qui déverrouillent certains voilà, ça demande du travail. Avoir accès à une base d'outils techniques et pédagogiques adaptés. On voit bien que tous les outils qu'on utilise en ETP sont transposables en distanciel. La connaissance de la réglementation, bien évidemment, sécurité, confidentialité. Monsieur Chapeau, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Pardon, autant pour moi, il m'excuse. Donc, avoir accès à une base d'outils et techniques pédagogiques adaptées, avoir la connaissance de la réglementation et de la confidentialité, et puis le patient doit avoir une décision partagée du patient et de l'intervenant. Donc, bien évidemment, il faut qu'on soit d'accord avec ce qu'on fait, ce qu'on dit et tout ce qui est mis en place.
Alors, pour ma part, je trouve que l'animation en binôme, c'est indispensable parce que quand on est derrière l'écran, on peut pas voir tout ce qui se passe autour. Et je sais qu'avec ma collègue Marie, on s'accorde bien pour ça parce que pendant qu'il y en a une qui anime, l'autre va prendre des notes, elle va observer peut-être les postures, les questions qui sont posées, etc. Et du coup, après l'atelier, on va avoir un débriefing pour dire, bon ben voilà, ça s'est bien passé, ça, il faudrait peut-être revoir ça, etc., etc. Il y a aussi le fait que quand on arrête l'atelier, on va pouvoir laisser les patients discuter sans notre présence. C'est-à-dire qu'on laisse ouvert la connexion Internet pour que les patients puissent discuter entre eux sans notre présence, parce que des fois, ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'un atelier, il ne faut pas que ça dure plus une heure et demie grand maximum, parce que derrière un écran, c'est plus fatigant qu'en présentiel. Donc, si c'est des ateliers qui durent plus longtemps, pensez à faire une petite pause. Bien évidemment, maintenir le bilan éducatif partagé en présentiel, ça pour moi, c'est irrémédiable. Et aussi bien l'évaluation, fin de programme. Et puis, ces ateliers à distance peuvent être hybrides également. Ça m'arrive de faire des ateliers individuels, ponctuels, pour une question X ou Y. Un patient me pose une question par téléphone, je dis bah, écoutez, vous ne voulez pas qu'on se connecte là, on va pouvoir discuter de façon plus homogène, voir, je comprendrai mieux si vous me montrez, etc. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'ateliers individuels sur la technique d'injection, par exemple, où le patient me dit bah, je vais vous montrer comment je fais mon injection, puis vous allez me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Alors, j'ai une réaction. Oui. J'ai remis mon micro. Oui. Je le recouperai après, je vous le promets, je vous le promets. J'ai lu le guide de Grand Est. C'est un pôle d'ailleurs de TP, tout comme Etna est un pôle de TP. Et je signale à tout le monde d'ailleurs qu'il va y avoir une réunion nationale des pôles de TP qui aura lieu à Marseille. Quelque chose me dit que c'est pas loin de PACA. Bon, voilà, Monsieur Saunier, mais peut-être qu'il le savait déjà. La remarque que je veux faire, c'est quand vous regardez les contributeurs à ce guide, regardez avec moi les gens qui sont des usagers du système, des malades. Vous en verrez peu. Et le problème, il est suivant. C'est que ce que je crois, moi, c'est que petit à petit, on va faire évoluer l'offre et puis on va faire notre apprentissage. Et petit à petit, par adaptation successive, on y arrivera. Je dis on, parce que, première remarque, je ne pense pas que la culture numérique soit partagée, fortement partagée, tant chez les usagers de santé que chez les professionnels. Ce n'est pas parce qu'on est un professionnel de santé qu'on est un professionnel du digital. Oui, tout à fait. Ça, c'est ma première remarque. Et c'est pas acquis. C'est-à-dire que je connais des geeks, car moi, je suis un geek, ok. Je connais ça depuis, je fabrique des usages numériques toute la journée. J'ai dû être le deuxième à utiliser la fameuse fourchette qui remue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, on va abréger, Monsieur Chapeau, que tout le monde puisse s'exprimer. Je vais vite. Mais je dis simplement la chose suivante. C'est que tout ça est limité à notre culture numérique. OK? Et il faut bien dire aussi une autre chose qui me paraît très importante, c'est que, quoi qu'on le dise, cette communication digitale est dégradée par rapport au présentiel. Et ça, c'est un vrai problème quand on commence à travailler sur la modification comportementale. Là, il y a des limites. C'est bien pour ça qu'il faut faire les deux. J'attire votre attention là-dessus. Hein. Oui, il faut faire les deux. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. Il faut faire et du présentiel et du distanciel, de façon à ce que tout soit pris en compte, en fait, en effet. Moi, j'ai des patients qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont même pas de smartphone. Eh bien, on ne fait pas de distanciel avec ces personnes-là, hein, bien évidemment. Moi, j'ai des collègues, comme vous disiez, Monsieur Chapeau, j'ai des collègues qui… alors, on commence à travailler un petit peu avec Doctolib. Eh bien, elles ne sont encore pas à l'aise avec Doctolib. Et donc, du coup, elles font venir les patients en présentiel. Après, je pense que chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et chacun utilise l'outil dont il se sent le plus à l'aise. C'est un outil supplémentaire
qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Après, à chacun de faire comme il a envie de le faire. Le souci de raisonner, il ne faut pas raisonner dans l'autre sens non plus, c'est-à-dire que le présentiel n'est pas le dégradé du numérique. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se connecter qu'il faut absolument les mettre en présentiel, un peu comme s'ils avaient la double peine. Les deux ont des qualités et des défauts et il faut pouvoir intégrer les deux. Après, pour un atelier de TP, le distanciel, pour quelqu'un qui habite loin et qui peut pas se déplacer, ce sera toujours beaucoup mieux que de ne pas avoir d'atelier de TP. Bien sûr. Et moi, comme on a fait une petite enquête, hein, nous, auprès de nos patients, pour voir ce qu'ils appréciaient ou ce qu'ils n'appréciaient pas le plus et le moins des ateliers en distanciel. Et il y en a beaucoup qui m'ont répondu, ben moi, s'il avait fallu que je me déplace, ben, je n'aurais pas fait les ateliers. Alors que maintenant, ben, je suis très contente de ce que j'ai appris, je suis très contente d'avoir pu discuter avec des gens, etc. Parce que on a aussi, les patients ont cette idée reçue des ateliers, ils disent non, moi j'ai pas trop envie de me retrouver avec des gens malades, voilà. Alors que quand ils sont en distanciel, il y a cette barrière aussi qui tombe un petit peu parce qu'ils sont chez eux, ils sont tout seuls, ils sont pas en présence d'autres patients malades. Et du coup, on a eu des patients qui ne seraient jamais venus aux ETP, enfin au groupe d'ETP en présentiel et qui sont venus et qui se sont connectés en distanciel. Voilà. Et non, mais je pense que les deux sont intéressants et je pense, moi, personnellement, qu'on aura plus d'assiduité avec les e-ateliers qu'avec le présentiel. D'autres questions? Je vais rebondir juste sur la fin de ce que vous venez de dire, parce que ça va rejoindre ma question. Comment faire pour motiver justement les patients qui ne veulent pas aller sur du e-atelier? Ah ben, ça, c'est leur choix. Moi, je sais que j'ai des patients qui ne veulent pas faire du groupe, qui ne veulent pas faire du collectif du tout. Alors, moi, je leur dis, vous pouvez assister à une séance en coupant votre son et votre caméra. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, parce que ça, c'est pareil. L'intimité, ça relève de chacun. Et j'ai des patients qui assistent aux séances. Alors, bien sûr, ils m'envoient un petit mot, c'est Martine, c'est Brigitte, voilà, on ne voit pas le nom de famille. Moi, je sais pertinemment qui c'est parce que je connais la personne, etc. Et puis, souvent, elle me rappelle après au téléphone, bah oui, bah, du coup, j'ai regardé, etc. Donc, je n'oblige pas les gens à allumer leur caméra, allumer leur son. Je leur dis juste assister à l'atelier, même si vous êtes juste en observateur. Et puis, souvent, ces gens-là, ils reviennent après. Ok, donc c'est un côté permissif voilà. Pour ne pas les braquer. Voilà, j'ai dit, regardez, même si vous ne participez pas, assistez à l'atelier, puis après, vous verrez, vous en prendrez, vous en laissez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, bien évidemment, on a tout un travail de relance avant à faire. Hein. Je sais que ma collègue Chantal, qui est la secrétaire, envoie des SMS 48 heures ou 24 heures avant pour dire n'oubliez pas, vous avez l'atelier, etc. Ok. Voilà. Merci. Nous, à Richelieu, il est un peu particulier l'atelier l'IE-atelier, puisqu'on a aussi des gens qui sont en hospitalisation complète qui assistent en présentiel. Donc, on pourrait aussi laisser cette possibilité-là aux patients qui ne veulent pas faire du virtuel, parce que sinon, voilà, il leur manquerait quand même quelque chose dans leur prise en charge que de venir en présentiel, mais à la condition que ce ne soit pas la majorité. D'autres questions? Et pour rebondir quand même sur la dernière question, il faut motiver aussi les professionnels, il ne faut pas motiver que les patients. Ouais. On a des professionnels qui sont réticents à l'utilisation d'être derrière un écran, de ne pas avoir les gens en face d'eux. Ils ont aussi cette crainte et cette appréhension qui est peut-être légitime, hein, mais qu'il faut combattre. Moi, je sais que j'ai des collègues infirmières, on est 6 infirmières à tourner sur les consultations. Elles sont venues voir comment, parce que pour l'instant, il n'y a que moi qui anime les ateliers en distanciel. Et j'ai 2 de mes collègues qui sont venus voir, puis elles m'ont dit, mais en fait, c'est rien du tout, c'est comme si on avait les patients devant nous, en fait. J'ai dit, oui, tu fais exactement la même chose que tu faisais avant en présentiel, sauf que tu le fais devant ton écran. Si tu as besoin de montrer un geste, tu le fais pareil. Et puis le patient, pareil, derrière, il peut poser les mêmes questions. Enfin, voilà, c'est... En fait, j'ai l'impression que les soignants se font tout un monde. Ils ont peur que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait des bugs informatiques ou je ne sais pas. Et du coup, voilà. Oui?
D'autres questions? Écoutez, une remarque. En fait, le problème, il est qu'on doit faire la part des choses entre la transmission de savoir, le transfert de savoir-faire et la modification comportementale. À mon avis, c'est là le problème qu'on a en EETP. Si en matière de transfert de connaissances, on n'a pas de souci, parce que tôt ou tard, on arrivera à créer des choses qui sont plus finement adaptées à la problématique du transfert de connaissances, par exemple, bon, quelles sont les thérapies, quelle est la maladie, etc., etc. Déjà, en matière de savoir-faire, mais ça, vous venez de nous montrer, il y a à mieux comprendre comment on arrive à le faire, et la simulation est une situation intéressante, mais je le répète, pour ce qui concerne la modification comportementale, c'est-à-dire que le problème, c'est que le malade, il doit accroître son autonomie en se rappropriant complètement les usages et en comprenant finement quelle est sa problématique. Ça, je ne pense pas que par distance, ça se fasse facilement pour une raison simple. C'est que quand vous êtes à distance, vous êtes en mode, je le disais tout à l'heure, dégradé. C'est-à-dire que vous êtes sur une vision à 2 dimensions. Hein. Vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Et je connais trop souvent des visioconférences auxquelles on assiste, et moi je suis le premier, j'y assiste tout en faisant autre chose. C'est-à-dire que notre capacité d'attention n'est pas du tout la même qu'en présentiel. Et ça, c'est des choses dont on doit tenir compte absolument. Vous voyez, c'est absolument essentiel à mon avis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Chapeau, puisque nous, on fait aussi de l'individuel en distanciel, et on travaille avec une psychologue, avec des assistants sociaux. Et en fait, le changement de comportement, on peut tout à fait, alors bien sûr, le distanciel ne suffit pas, mais on peut tout à fait l'aborder en visio. Hein. Ça, c'est des choses qu'on fait plus en individuel. C'est un problème d'efficacité, qu'on l'aborde en visio, ça, j'en doute absolument pas. Mais arriver à ce que c'est un problème de conviction, et le problème de l'ETP, il est là. C'est de dire, vous avez des gens, on vous propose des modules, moi je connais, je le vois bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des gens, on leur propose des modules, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Alors qu'en définitive, on sait pertinemment qu'ils en auraient besoin. Comment dire, dialoguer avec le patient pour modifier son comportement? Des exemples, on en a quotidien, bien entendu. Mais c'est encore plus difficile. Après, ça, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat. L'entretien motivationnel, voilà. Un entretien motivationnel, on peut très bien le faire en présentiel qu'en face à face, en distanciel qu'en face à face. Si je peux intervenir juste vite fait, je rejoins les propos de Michel Chapeau. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit par rapport au mode dégradé et à l'autonomie de la personne derrière une fois qu'on a fait des ateliers. Le but des ateliers, c'est vraiment de les rendre autonomes avec leur pathologie ou leurs problématiques chroniques. Mais dans le cas où ils n'ont pas la formation, je reviens sur ce côté, on va vous former techniquement sur comment utiliser l'outil, comment viabiliser le système, pour ne pas se retrouver dans un échec et que cet échec de départ puisse leur dire, bah voilà, de toute façon, je suis nul, encore une fois, j'y arrive pas, et là, c'est l'abandon qui se met en place. Donc, en fait, c'est vraiment d'éviter ce système-là avec le IETP, de mettre quelqu'un en échec alors qu'il ne le serait pas, on va dire, en présentiel. C'est là où il faut être, je pense, hyper attentif de comment on propose l'atelier, de comment on va l'animer derrière, pour rassurer, on va dire, le patient, lui dire, voilà, vous allez avoir des outils que vous allez pouvoir utiliser, et vous allez pouvoir aussi le tester en présentiel quand c'est possible, parce que pour mon cas, à l'époque, ce n'était pas possible. C'était la Covid, tout était fermé, donc c'était aussi un lien social qui était créé à ce moment-là. Mais ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons, sûrement. Soit l'animation n'était pas au top, soit plein de choses. Donc, dans les retours que l'on a eus, ça a été souvent le côté technique. Après, comme je disais, le distanciel, on a aussi du présentiel. Il ne faut pas faire que du distanciel. Hein. On est bien d'accord. Hein. Non, mais je parle vraiment sur ce côté. Il faut être attentif. Il ne faut pas que ça vienne changer le présentiel. Il ne faut pas que ça vienne le supplanter, surtout. Bien sûr. Il faut que ça soit un support supplémentaire de confort, entre guillemets, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin au niveau de distance, qui permet, on va dire, de gagner du temps, de gagner de l'argent forcément et un confort. Mais il ne faut pas que ça supplante le côté présentiel et la relation. Le relationnel, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un mot.
pour compléter, si je peux me permettre, c'est que Oui. du coup, pour l'instant, on a des ressentis sur ce qui est efficace, pas efficace en visio, ce qui peut passer ou pas passer sur le savoir-faire, sur le changement de comportement. Mais en fait, on est uniquement sur des ressentis parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune étude sur l'efficacité de l'IETP. On n'en a pas beaucoup déjà sur l'efficacité de l'ETP, elles sont assez faibles, on n'a pas un grand domaine de recherche. Et sur le domaine de l'IETP, on n'a que des enquêtes de satisfaction aujourd'hui. Donc vraiment, l'efficacité en termes de changement de comportement, on peut avoir des opinions, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de certitudes. Et là, ça serait intéressant qu'il y ait un petit peu de recherche qui nous aide à apporter des billes un peu à ce débat, du coup, là-dessus. C'est sûr, tout à fait. Peut-être que ça sera publié un jour, hein, maintenant. OK, d'autres questions? On avait jusqu'à quelle heure? On avait jusqu'à la 45. Ah ben voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, je trouve que l'atelier a été très riche en échanges. Hop, je vais sortir de là, si j'y arrive. J'ai juste une petite question technique. Oui. Je suis arrivée un petit peu en retard pour des problèmes de réseau. Est-ce que le support, vous nous le partagez, vous nous l'envoyez par mail ou... Alors, sur le site de la journée, vous aurez tous les enregistrements des plénières et des ateliers. D'accord. Donc, vous pourrez y retourner avec les mots de passe qu'on vous a communiqués. Hein. OK. Vous pourrez y retourner comme vous voulez. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est qui? Parce que je ne vois pas qui parle. Marion Guibert. Ah, d'accord. Oui, donc voilà, Marion, donc tous les ateliers et toutes les plénières seront en rediffusion illimitée. Je crois que c'est pendant 1 an, c'est ça? Je ne sais pas. Ah, d'accord. À Diane, mais il me semble que tout pourra être revisionné autant de fois que vous voulez. OK, très bien, merci voilà. beaucoup. Oui, Pardon. je confirme, effectivement, ça va être mis en ligne dès qu'on aura validé les sessions qu'on veut y mettre. Voilà. Et je vous enverrai un message, de toute façon. Très bien. Non, tant pis. D'autres questions? Hélène, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais dire non, s'il y a des références à des articles, justement, quant à l'efficacité, on vient de dire, ça n'a pas été démontré, mais la satisfaction est sur quel domaine et sur quel levier? Est-ce que ces références d'articles, on pourra les avoir ou... Alors, sur les stands, vous avez le stand du CRES PACA là, qui a fait donc justement l'enquête et les recommandations. Vous pourrez les télécharger et les avoir avec vous. Oui, j'ai vu. Hein, voilà. Après, il y a le pôle ambulatoire en Aquitaine qui vient de sortir aussi une très belle enquête. C'est sorti la semaine dernière, j'ai vu, dans le département. Je sais plus, sur le pôle ETP ambulatoire, je ne sais plus de quel département, mais c'est de chez vous, c'est de la Nouvelle-Aquitaine. Et il y a une enquête intéressante qui est sortie récemment. Pôle ambulatoire Nouvelle-Aquitaine. Merci. Ce n'est pas l'ARS, justement? Hein? Non, c'est le CETB. C'est le CETB. C'est le CETB, c'est le centre ambulatoire, effectivement, qui est basé à Pessac, dans la banlieue bordelaise, et qui parle de l'impact du Covid en ville. En ville, et c'est vraiment une initiative très intéressante à aller voir. Hein. Il y a des contributions qui sont pas mal du tout, avec une enquête auprès des usagers en particulier. Très bien. De mémoire, voilà. Parfait. Ça nous fait le tremplin idéal, je crois, parce que la table ronde, c'est sur qu'a changé le Covid dans nos pratiques, il me semble. Voilà, tout à fait. Alors, juste pour finir, je vais juste regarder le chat si on n'a pas oublié des questions. Non, merci. OK. Bon, écoutez, en vous remerciant, profitez bien du reste de la journée et puis peut-être à bientôt. Bonne journée à tous.